Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 32. Bettina et la conservation des sceaux, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Rappelez-vous, il y a quelques temps, en fait, il y a même quelques années maintenant, nous avions fait un épisode sur les sceaux de princesse. C'était l'épisode 4 avec Lucie. On avait parlé du Moyen-Âge central et du pouvoir politique des femmes. Et bien aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu la suite qu'on va faire avec mon invité. Bonjour Bettina Lègle. Bonjour. Alors Bettina, aujourd'hui avec toi, nous allons parler des sceaux, mais d'un point de vue un petit peu plus technique, du point de vue de la conservation. En effet, Bettina, tu viens de rendre en juin 2019 un mémoire sur la conservation des sceaux aux Archives nationales de France entre 1830 et 1867 et son héritage. Tu as aussi fait plein de stages à Paris, à Lyon, à Bruxelles, tu vas nous en parler. Et tu as fait tout ça d'ailleurs dans le cadre d'un master conservation et restauration des biens culturels à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, parcours méthode et pratique sous la direction de Claude Larocque. Déjà Bettina, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 4, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un sceau ? Donc ça s'écrit S-C-E-A-U. Oui, alors un sceau, ça se compose en deux éléments. On a la matrice qui est un élément en métal où on grave en creux des signes propres à une autorité souveraine, à un corps constitué ou à un simple particulier. Et ensuite, on applique cette matrice sur des galettes de cire ou sur une autre matière molle. Ce sceau atteste de la validité, de l'autorité et de l'authenticité du document. Donc sans le sceau, le document ne vaut rien. Mais donc moi je me suis concentrée sur les galettes de cire. Parce que les matrices, on n'en a pas beaucoup ? Non, les matrices, à ma connaissance, on en conserve encore aujourd'hui. D'accord, donc toi, tu t'es principalement concentrée sur les galettes, ce qu'on a retrouvé après sur les actes, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Quel a été ton parcours après le bac pour arriver jusqu'au master ? Moi j'ai fait un parcours assez long. J'ai fait en tout 8 ans d'études. Donc après mon bac, j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué. C'est une formation qui n'existe plus mais qui nous préparait aux grandes écoles d'art appliqué. Ensuite, je suis rentrée en diplôme des métiers d'art, reliure dorure à Estienne. Ce diplôme-là non plus n'existe plus. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le DNA-MED, qui est une formation en 3 ans, donc qui rassemble la mise à niveau et le DMA. Après mon diplôme des métiers d'art, j'ai pu faire une formation complémentaire non diplômante. Donc c'est une année de stage où on peut avoir autant de conventions que l'on souhaite. Moi, j'avais la condition de respecter les vacances scolaires parce que je préparais les concours et la sélection à l'université pour la formation en conservation-restauration. Donc ça m'a permis de faire des stages chez des restaurateurs diplômés d'État. Et après, je suis rentrée à la fac en L2, Histoire de l'art, parcours préservation des biens culturels, qui est la licence qui précède donc le master. Et donc dans ton master, tu as fait un mémoire où tu travailles indirectement sur le Moyen-Âge. Comme on le disait, tu as travaillé sur comment ces sceaux du Moyen-Âge ont été étudiés au XIXe siècle, au moment où la sigillographie, ce qui est donc la science des sceaux, l'étude des sceaux, le moment où cette science se met en place. Pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet en particulier ? En fait, en conservation-restauration, c'est un peu particulier parce que contrairement aux historiens, j'ai l'impression que vous vous spécialisez plus sur une période. Oui, en général. Je ne suis pas historienne. Mais en fait, en conservation-restauration, on se spécialise par spécialités qui sont plus ou moins centrées sur différents types de matériaux. En art graphique livre, qui est ma spécialité, on a un éventail de matériaux qui va du papyrus en passant par le papier, parchemin, papier d'Amaté, donc c'est un papier du Mexique, ou les tapas, qui sont des papiers qu'on retrouve surtout autour de l'océan Indien. Donc on a tous ces supports, on va dire, ces matériaux-là. Ce qui fait, comme on travaille en Europe sur le parchemin, on rencontre des documents scellés.
des chartes scellées par exemple, ou des Scellées, donc avec des sceaux. avec des sceaux. On a un problème, nos compétences ne nous permettent pas d'intervenir sur la cire, ni d'établir un quelconque diagnostic sur la cire, mais on fait face à des objets qui en contiennent. Du coup, j'ai voulu avoir des compétences, élargir mes compétences à ce domaine-là. Et c'est pour cela que j'ai voulu travailler sur les sceaux. Et on a aussi un autre problème, si j'ai vraiment choisi de m'intéresser à l'histoire de la conservation, c'est parce qu'en fait, on fait face à des objets sur lesquels on est déjà intervenu dans le passé. Et donc, on a des espèces, on va appeler ça vulgairement des filtres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un contexte donné, des personnes, avec leur propre interprétation de l'objet, sont intervenues sur l'objet que l'on a, nous, en face de nous. Et donc, on a un objet qui a toute une histoire matérielle, et c'est à nous de nous positionner face à cette histoire matérielle. Et dans ton mémoire, sur quel type de sceau est-ce que tu as travaillé ? Alors, moi particulièrement, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur des sceaux en cire, c'est-à-dire que j'ai laissé les bulles papales, qui sont, elles, en plomb, de côté. Moi, j'ai vraiment choisi de m'intéresser aux sceaux en cire et à leurs moulages qui ont été réalisés au XIXe siècle. Leur moulage, tout simplement, on les moulait pour les conserver, pour avoir une trace d'une autre façon, c'est ça ? Oui. Mon sujet, il s'intéresse à la politique qui a été mise en place au XIXe siècle aux Archives nationales. Des numismates demandent une autorisation. Des quoi, pardon ? Donc la numismatique, c'est une discipline qui est auxiliaire de l'histoire, où l'on étudie les monnaies antiques et les médailles. Les médailles, ce sont des monnaies antiques, mais qui sont données comme une preuve de l'histoire ou une illustration de l'histoire ancienne grâce à des commentaires des auteurs anciens sur les images que l'on retrouve sur ces médailles. Et les numismates, au 19e, en France en tout cas, au 19e, redécouvrent un nouveau corpus d'images grâce aux sceaux, qui est beaucoup plus varié que les images que l'on peut retrouver sur les médailles. Commence à vouloir faire des moulages. Le moulage, c'est un procédé qui est employé depuis très longtemps par les numismates, car on a un vrai besoin de transmission des images que l'on retrouve sur les médailles. Et donc, c'est un moyen peu cher et pratique de rassembler un corpus d'images par rapport à ce qu'ils peuvent conserver dans leur cabinet, qui peut être lacunaire à certains endroits. Par exemple, il y a toute la collection au cabinet des médailles qui est très connue de moulage de Mionnet. Le moulage est aussi réalisé par des numismates. Le premier, c'est Doubleday en 1832, à faire cela aux Archives nationales sur des sceaux. Parmi les sceaux qu'ils ont moulés, ils ont pris tous les sceaux qui leur tombaient sous la main, ou est-ce qu'ils avaient fait une petite sélection ? Est-ce que sur les sceaux un peu plus importants, j'imagine qu'il y avait peut-être un peu plus de valeur historique ? Alors justement, ça a été le cœur de mon travail, de déterminer la méthode qu'ils ont employée. Le garde général, c'est celui qui est à la tête des archives. C'est Monsieur Le Trône, qui est nommé garde général des Archives nationales. Et à ce moment-là, il rencontre Nathaïs de Vailly. Donc Le Trône vient du cabinet des médailles, donc c'est un numismate. Nathaïs de Vailly, il est directeur de la section administrative des archives. Il a travaillé avec Guizot, qui est un très grand historien du 19e siècle, qui fait partie du mouvement de publication des sources que l'on retrouve à ce moment-là. Et donc lui, ce qui est intéressant, c'est que Nathaïs de Vailly, il s'est énormément intéressé à l'héraldique. L'héraldique, c'est la science des blasons. Oui, et donc Nathaïs de Vailly avait fait une publication dans les années 1830, dont le dernier tome est consacré aux sceaux. Donc ils ont tous les deux un intérêt pour les sceaux, et ils créent un projet qui s'appelle Collection de sceaux, qui est lancé en 1842 avec les premiers moulages. Donc c'est l'Allemand, qui est un menuisier des Archives nationales, qui se forme au moulage auprès de différents numismates et de différents sculpteurs. Et ils ont l'ambition, au départ, de mouler l'ensemble des sceaux des Archives nationales. Wow. On parle de plusieurs milliers d'objets, donc c'est une entreprise absolument monumentale. Et dans les archives qui ont servi de base à mon travail, donc c'est le dossier AB18 1 et 2, on se rend compte que en réalité, ils ont fait une sélection. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mouler tous les sceaux. Mais cette méthode de sélection s'est mise en place progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, ils se rendent compte qu'il y a des sceaux qui sont en plus ou moins bon état.
Et un seau en mauvais état, ça peut être extrêmement difficile à mouler. Donc ils font déjà une sélection au niveau de l'état. Après, ils mettent en place une méthode de récollement. Alors le récollement, c'est une vérification de l'intégrité des collections d'une institution qui aujourd'hui est faite régulièrement. À cette époque-là, il faut savoir qu'ils ne connaissent pas les fonds, car on est juste après la Révolution. Le fonds de l'Ancien Régime a été, qui constitue en fait la base sur laquelle ils travaillent, c'est-à-dire que c'est là où il y a tous les sceaux en fait. Et en fait, ce fonds-là a fait l'objet du triage, d'une politique de tri qui a été réalisée après la Révolution. Donc en fait, ils ne savent pas ce qu'ils vont En fait, c'est que ça a été tout mis un peu en bazar, tout remué en quelque sorte. Et que donc, on a appliqué une politique de tri et de classement qui fait qu'on a séparé des fonds au départ. Oh les pauvres. Et c'est seulement dans les années 1830 que naît le principe du respect des fonds, qui est un des principes de base des archives nationales. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le cas. Donc ils ne savent pas ce qu'ils ont dans les fonds. Et par exemple, on parle, alors au XIXe siècle, un type de sceau, c'est un des tirages des sceaux. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, on a la matrice et on applique la matrice sur les galettes de cire. Et c'est un type. Une matrice sert plusieurs fois. Parce que la personne ne va pas à chaque fois racheter une matrice. Oui, elle a une bonne matrice, elle dit c'est un bon seau, je le garde. Voilà. Et aussi, ils n'avaient pas... Enfin, à un moment, on a une lettre de l'Allemand, donc le mouleur des Archives nationales, qui se plaint qu'il doit recommencer les moulages parce qu'ils ont découvert un meilleur type. Ils n'avaient pas anticipé cette question-là. Ils pouvaient retrouver plusieurs fois un même type. Là, ils se disent... donc c'est la première équipe, c'est Nathalie de Veilly et l'Allemand. Et ils commencent à récoller l'ensemble des sceaux d'une série pour pouvoir tirer les types qui les intéressent et faire un bilan de tous les types qu'ils peuvent rencontrer. Mais ils ne font pas le récollement de l'ensemble des sceaux des archives. Lorsque De Chabrier arrive à la tête des Archives nationales, il décide que Nathalie de Veilly, donc qui est un peu le père, un des créateurs du projet collection de sceaux, et l'Allemand ne participerait plus au projet et il nomme sa propre équipe. Ah oui, pour des raisons politiques. Ah ouais. Parce que c'est la fin de la monarchie. Et donc on passe à un nouveau régime politique. Et De Chabrier est nommé à ce moment-là. Et donc, après un an de pause dans le projet, il nomme sa propre équipe. Donc c'est Louis Doé d'Arc qui reprend le travail de Nathalie de Veilly, avec un aide qui s'appelle Edgar Boutaric. Et quelques temps après, arrive un nouveau mouleur, Germain Demey. Et donc eux, ils reprennent le projet. Louis Doé d'Arc a fait plusieurs rapports avec Nathalie de Veilly où il explique la méthode de travail de Nathalie de Veilly. Et ensuite, il décide avec Edgar Boutaric de faire le récollement de l'ensemble des sceaux des Archives nationales sur des fichiers mobiles. Donc c'est des petites fiches en fait en papier. À partir de ça, ils sélectionnent les types qui veulent mouler. Ils font un plan de moulage. Ensuite, ils envoient les documents chez Germain Demey, qui est extérieur aux Archives nationales. Son atelier n'est pas dans les Archives nationales. Donc ils mettent tout un système de fantômes dans les fonds. De fantômes. Les fantômes, c'est un document que l'on met à la place du document original. Ah, pour dire en fait... Pour dire il est là-bas. Comme on voit dans les musées, parfois cette œuvre est prêtée à telle exposition. Tout à fait, c'est ça. Germain Demey fait le moulage, le document revient. Là, on refait une fiche où on écrit le sceau original se trouve dans tel fond, on donne la cote du document, sur la fiche on précise qu'il est moulé. Et il y a toute une description du sceau qui est faite sur cette fiche. Et ensuite, on met en place ce qu'on appelle un plan de tirage de l'épreuve. Alors l'épreuve, c'est donc l'empreinte, elle est en creux, parce qu'elle a été prise sur le sceau, et l'épreuve, elle est tirée de l'empreinte. C'est comme si on refaisait un sceau. En fait, c'est comme si on avait fait une autre matrice à partir de la galette. On a fait une matrice en moulant. Du coup, de cette deuxième matrice postérieure, on refait une galette en sceau, en quelque sorte. en soufre. Ah, en soufre. On la réalise en soufre et comme le soufre, c'est fragile, on la double avec du plâtre. Donc, c'est tout un procédé. Et en fait, ce tirage-là est fait en fonction des besoins. C'est-à-dire par exemple, ils vont tirer un certain nombre de sceaux de ville, donc c'est un type de sceau. Ensuite, ils vont tirer un certain nombre de sceaux de clair. C'est en fonction de leurs besoins. Les besoins, c'est-à-dire les besoins des recherches des chercheurs ?
des besoins des chercheurs et les besoins aussi pour le musée sigillographique qui a été ouvert par le trône. Et toi, dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as montré sur toute cette période-là, sur toute cette période de conservation de la part de tous ces messieurs? Qu'est-ce que tu en as tiré? Mon travail a consisté, la première année de mes recherches, à faire un peu le bilan de ce que l'on savait sur ces questions-là. Il y avait énormément de publications sur l'histoire des archives nationales, mais il y avait très peu de littérature sur la question de la conservation des sceaux particulièrement. Donc mon travail a consisté à étudier de manière particulièrement approfondie les archives de ce projet, donc les dossiers AB 18, 1 et 2. J'ai aussi fait tout un travail sur un corpus de 13 cartons du trésor des Chartes, sur lequel on a les traces en fait d'une campagne de moulage qui a été faite en janvier 1855 par Louis Doé d'Arc, Edgar Outaric et Germain Demey. J'ai essayé de comprendre plus précisément comment ils procédaient, c'est-à-dire la manière dont ils moulaient les sceaux, qui était assez étrange. Les traces en fait qu'on en avait nous semblaient un peu compliquées à comprendre, parce qu'en fait ils ne moulaient pas carton par carton. Ils moulaient comment alors? Ils moulaient selon le plan en fait qu'ils avaient établi. Ah oui, donc ils ont fait un plan, ils n'en Oui. sortent pas en fait, ils sont dans leur... Le plan apparemment s'adapte. Ils ont un certain nombre de sceaux de roi par exemple. Ils vont mouler cet ensemble de sceaux de roi. Après, il semble qu'ils vont mouler un ensemble de sceaux de ville. Et ils procèdent comme cela. Mais du coup, ils reviennent plusieurs fois dans le même carton, à parfois plusieurs années de différence. Donc c'est-à-dire que les sceaux étaient vraiment beaucoup bougés. Non, c'est pas, les sceaux en soi n'ont pas bougé de leur carton, mais c'est eux en fait qui procèdent par vagues, on va dire. Et c'était cela qui était difficile à comprendre, parce que ça nous semble pas logique. Mais néanmoins, c'était efficace parce que en 15 ans, ils ont moulé l'ensemble des sceaux, enfin la sélection qu'ils avaient faite des sceaux des archives nationales. Est-ce qu'on sait quelle vision du Moyen-Âge avaient ces hommes à cette époque-là? Moi, j'ai pas traité directement de cette question, donc je pourrais pas te répondre exactement sur ce plan-là. Par contre, ce que je sais, c'est que la sigillographie étant une discipline auxiliaire de l'histoire, elle apparaît à un moment où on s'intéresse de nouveau au Moyen-Âge, ce qui, d'après ce que j'ai lu, n'était pas le cas auparavant. Et en fait, il me semble, ils étaient très curieux de cette période. Ça intervient à un moment en fait où on est après la Révolution. Ouais, on en a fini avec la monarchie, on peut un peu plus s'en détacher. Oui, et il semble qu'à ce moment-là s'opère une refondation des lectures traditionnelles de l'histoire telles que l'on avait auparavant. Et donc, on s'intéresse davantage à des périodes que l'on n'avait pas abordées auparavant, telles que le Moyen-Âge. C'est pourquoi on cherche une nouvelle méthode pour appréhender ces périodes, donc avec la naissance de la méthode, ce qu'on appelle la méthode positiviste, qui s'appuie sur des documents pour construire un discours centré sur les faits, sur des faits vérifiés et vérifiables. Et donc on cherche des sources qui sont des sources écrites ou des sources dites indirectes qui sont des documents comme les sceaux. Parce qu'on considère que ces documents, ces sceaux, donnent accès à des données qui ne sont pas disponibles dans les manuscrits par exemple. Et ce qui est extrêmement intéressant. Mais il y a quand même une part d'interprétation dans ces données-là. Je pense, oui, parce qu'ils les classent. Donc le classement, ça reflète une certaine réflexion sur le document. Ce que l'on considère comme un biais à l'heure actuelle dans la sigillographie, c'est justement ce cadre de classement qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'on distingue réellement la charte avec le texte du sceau. Oui, les sceaux ne sont pas remis dans leur contexte. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance à les remettre dans leur contexte. Les sceaux, à vraiment à mettre en regard le sceau, le document auquel il est apposé. Tout à fait. Et ce qui aujourd'hui nous paraît tout à fait surprenant. Mais en fait, pour eux, c'était une documentation non textuelle. Ils parlent de documentation archéologique. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait employer ce terme-là, mais c'était le support d'une nouvelle histoire. Toi, à travers ce travail indirect sur le Moyen-Âge, qu'est-ce que tu as perçu du Moyen-Âge ? En fait, j'ai perçu le Moyen-Âge à travers les yeux des scientifiques du 19e siècle, ce qui est un peu particulier. Quand je me suis penchée dans mon travail de recherche sur la sigillographie actuelle, on constate une réelle évolution des questionnements qui sont aujourd'hui posés et de la manière d'approcher les objets. C'est-à-dire qu'au 19e,
En plus, moi, j'ai étudié des traités de sigillographie et des ouvrages sur la sigillographie, donc des ouvrages de publication des sources. C'est essentiellement des ouvrages où ils classent, en fait, les objets. Au début, on trouve une petite introduction sur qu'est-ce qu'un sceau. Donc ça, c'était assez intéressant. Et on constate qu'il parle un peu de la matérialité de l'objet, des usages que l'on peut en avoir, enfin, des usages qu'ils connaissent ou qu'ils pensent connaître des sceaux au Moyen-Âge. C'est une introduction générale. Il y a très peu de liens entre l'introduction et le sceau. C'est-à-dire que lorsqu'il présente le sceau, il présente déjà un moulage, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Et il donne très peu d'indications sur le mode d'apposition de la cire sur le document, sur les types d'attaches que l'on peut trouver entre le sceau et le document, si c'est un sceau appendu. Enfin, il y a plein de questions auxquelles on ne trouve pas de réponse et qui aujourd'hui nous semblent essentielles, il me semble. Ça me fait un petit peu penser à ce que tu dis à la codicologie. La codicologie étant la science, tu me dis si je me trompe, mais des manuscrits, où en fait on s'intéresse à comment un manuscrit était relié au Moyen-Âge. En fait, on voit que où il y a là des feuillets sont pliés de telle façon et tout ça. Et en fait, là aussi, c'est quelque chose d'assez récent où pendant des années, on s'est seulement intéressé à ce qui était écrit et maintenant, on s'intéresse à comment le manuscrit est fait en lui-même et en fait, ce qu'on peut apprendre sur le Moyen-Âge et en fait, comment ça peut éclairer ce qui est écrit dans le manuscrit. En fait, la matérialité éclaire le contenu. Oui, tout à fait. Pour revenir sur l'épisode de Lucie et des sceaux de princesse, elle parlait d'un programme qui a eu lieu avec les sceaux où on retrouve des poils ou des cheveux à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un colloque en octobre 2018 sur cette question où il a été présenté des résultats de cette étude. Pour moi, c'est un bon exemple de la sigillographie à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs corps de métier, plusieurs disciplines qui participent aux recherches. Le sceau est davantage vu dans un tissu social, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien à ceux qui fabriquaient les matrices, à ceux qui scellaient le document, qu'à ceux aux sigillants, donc les personnes qui se représentent à travers le sceau, et aussi aux personnes, à la réception de ces images, des images sigillaires qui étaient présentes sur le sceau. Oui, aujourd'hui, on étudie vraiment le sceau de A à Z, de sa conception jusqu'à ce que tu as pu faire toi, en fait, jusqu'à sa conservation, même au 19e siècle. Oui. On le prend vraiment dans son entièreté et plus seulement de façon parcellaire. Oui, et puis ce qui est intéressant avec le sceau aussi, c'est que dès le départ, un sceau atteste de l'authenticité et de la validité d'un document. Donc c'est un élément extrêmement important de ce dernier. Et aujourd'hui, on constate de tout temps essayer de le préserver, de le conserver au mieux. Et aujourd'hui, par exemple, il y a Arnaud Baudin, qui est un archiviste, qui s'est demandé comment étaient conservés les sceaux de l'abbaye de Clairvaux. Et il a publié récemment un très bon article sur ces questions. On le mettra dans la description de l'article sur le site passionmedieviste.fr pour ceux que ça intéresse. Et donc, en fait, il se penche notamment sur tous les moyens de protection des sceaux, mais aussi la manière dont étaient établis les inventaires. Plein de questions intéressantes. Grâce à cela, on voit que le souci de conservation des sceaux est un souci très ancien, car c'est un document précieux dès le départ. En fait, oui, depuis la création du sceau, depuis le Moyen-Âge, on le conserve jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on le conserve pour des raisons différentes que pour sa création. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est qu'en fait, à travers les âges, les hommes ont gardé l'habitude de conserver les manuscrits en général et surtout les sceaux qui étaient liés aux manuscrits. Oui, c'est fou en fait. Mais c'est pour ça que l'histoire matérielle du document, dans le cas des sceaux, est extrêmement intéressante. Les prophéties, mais vous me faites rire. Je dois avoir au moins une 50aine de bouquins qui s'appellent les prophéties. Non, mais là, d'après ce que j'ai compris, ce serait un truc qu'on aurait récupéré du temps de Pendragon, un super vieux machin. Oui, si c'est du temps de Pendragon, à mon avis, il doit être chez votre mère à Tintagel. Bon, peut-être, mais on peut quand même regarder ici. Mais je veux bien regarder tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas plus d'indications que ça... vous vous rendez compte des quantités de trucs que... Non, mais attendez. Vous voulez pas dire que c'est... Que c'est quoi? Ah oui. Ah, les prophéties, ouais. Eh ben moi, je ne le touche pas, ce bouquin.
Je l'ai mentionné en tout début d'épisode, Bettina, tu as fait des stages, donc tu as pu toi-même aller voir des sceaux dans des archives pendant tes stages. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, j'ai fait des stages car dans mon cursus universitaire, c'est quelque chose qui est très important. Pour peut-être expliquer un peu plus, pour mieux comprendre, comme c'est un métier où on pratique sur des objets, on a des stages obligatoires. Moi, j'ai fait 2 stages qui ont servi à ma recherche, plus précisément. Donc un premier stage aux Archives nationales. À Paris, site Paris, à l'atelier de restauration de livres et de documents plats. Et ce stage m'a permis de consulter mon corpus d'études pendant mes pauses déjeuner. Et le second stage que j'ai réalisé, je l'ai effectué aux Archives générales du Royaume de Belgique. Et donc là, j'ai appris la restauration des sceaux telle qu'elle est pratiquée actuellement. il y a des différences entre la Belgique et la France au niveau des pratiques ou pas forcément ? Non, à ma connaissance, les pratiques sont très similaires. Oui, parce qu'en plus, comme on est quand même assez proche entre la France et la Belgique, c'est à peu près les mêmes types de documents, donc on a les mêmes techniques à peu près. Oui, et aussi, aujourd'hui, notre profession a une déontologie qui s'applique dans tous les pays. Après, son application, qui dépend de la culture aussi, on peut constater des différences. Notre déontologie est là pour garantir un respect de la matérialité et de la signification de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est garant de la matérialité et de la signification de l'œuvre. On doit garantir le degré maximum de réversibilité de notre intervention grâce aux produits que l'on emploie, aux procédés que l'on met en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intervient sur un objet, on le modifie. Mais notre action, le traitement que l'on met en place, on doit pouvoir identifier l'intervention, on doit garantir une bonne lisibilité de notre intervention pour que si jamais une personne dans le futur doit la retirer, on puisse le faire sans provoquer de dommages supplémentaires à l'œuvre. Donc ça veut dire que tout ce qui a été fait doit pouvoir être défait, c'est ça ? C'est ça. Mais parfois, pour conserver un sceau, peut-être qu'il faut faire une intervention un peu plus définitive ou on essaie de faire le moins possible ? C'est pour ça que l'on parle de degré maximum de réversibilité. Oui, il y a des cas exceptionnels, j'imagine. Par exemple, non mais une des actions irréversibles en conservation-restauration, c'est la première, c'est le dépoussiérage. Dépoussiérage ? Oui. Avant d'intervenir sur un document, on le dépoussière, c'est-à-dire qu'on retire la poussière et la saleté présente sur le document. Or, si tu veux analyser la poussière et qu'on l'a retirée, pourquoi on voudrait analyser la poussière ? Ça peut donner plein d'informations. Par exemple, le seau, s'il est compris dans une petite boîte, et c'est le cas pour un certain nombre de seaux, on ne sait pas de quand date la poussière qui est dans la boîte. Ah. Tu sais que là, tu me fais penser à quelque chose. Si les auditeurs ont écouté plusieurs épisodes, ils commencent à le savoir. J'ai fait des études d'histoire médiévale et j'avais travaillé sur un manuscrit, pas très important, c'est un petit truc. C'était une sorte de livre de contes de la fin du XIIIe siècle qui était conservé aux Archives nationales. Et en fait, vraiment, c'est un truc, il y avait une trentaine de folios, une trentaine de pages, et en format A4, c'est vraiment quelque chose d'assez petit, et même en termes d'intérêt historique, c'était pas énorme. Mais en fait, je me rappelle que quand je l'avais ouvert, je faisais attention. Alors au début, je prenais des gants. On m'avait dit que c'était pas très important, mais moi je les mettais parce qu'après je trouvais qu'on sentait le parchemin en fin de journée. Vraiment, je disais, je rentre chez moi, je sens le parchemin qui pue. Et en fait, quand je l'avais ouvert, il y avait des petites miettes qui étaient tombées. Je me dis, c'est des miettes, elles ont 800 ans ces miettes. Et je me dis, ok, en fait, je les avais laissées dans la boîte, mais donc ces miettes étaient passées entre les pages, entre les folios du manuscrit, dans la boîte. Je fais, oh là là, mais il y a des petites miettes de 800 ans qui ont bougé. Elles n'avaient pas bougé depuis des siècles. Et c'est moi qui les fais bouger. Je m'en suis un petit peu voulu. Ça va, c'est pas trop grave. Non, mais c'est des questions qui se posent, en fait, dès le début de notre intervention. Il faut en tant que conservateur-restaurateur, il faut toujours que l'on ait en tête, que l'on fasse une balance, en fait, entre les risques de notre intervention et l'intérêt de l'œuvre. Par exemple, alors c'est un exemple complètement extérieur au sceau, mais j'avais vu lors d'un colloque une restauratrice qui intervenait sur des manuscrits orientaux. Apparemment, une des caractéristiques des manuscrits orientaux, c'est que des fois, ils mettaient des graines ou des plantes dans les fonds des cahiers. Donc les cahiers, c'est les folios. Les pages qui sont pliées en quelque sorte. Voilà, les pages qui sont pliées en deux et cousues, donc ça c'est les cahiers. Et ils mettaient des graines ou des plantes pour la conservation de l'ouvrage.
sauf que il y avait eu des rongeurs, et donc elle n'arrivait plus à distinguer les graines des crottes. Oh mon Dieu. Mais les graines, il y avait un intérêt de les garder, parce qu'elles étaient là dès le départ, et on les avait mis dans un souci de la conservation de l'ouvrage. Elle supposait que l'on avait mis ça dès le départ, et ça avait un réel intérêt pour la conservation de l'ouvrage. Mais là, se pose la question de ce que l'on retire par le dépoussiérage. Est-ce qu'on enlève les crottes ? Du coup, oui, elle a retiré les... Elle les a retirées ? Elle a fait le choix de retirer avec l'accord du conservateur. Est-ce qu'ils les ont gardées ? Est-ce qu'une petite boîte avec des crottes de Oui. rongeurs ? En fait, quand tu dépoussières et que la poussière présente, ou ce que tu retires présente un intérêt, enfin, tu supposes que cela peut présenter un intérêt pour des analyses futures, tu mets un petit sachet avec un échantillon de la poussière dans la boîte de conservation de l'ouvrage. En fait, la conservation, tu travailles à la fois sur le passé, le présent et le futur. Exactement. C'est vraiment une science où tu es en plein dans l'histoire, en plein milieu de l'histoire, c'est impressionnant. Oui. Et c'est pour cela aussi, donc pour revenir à la déontologie, c'est pour cela qu'on a des grands principes sur la réversibilité, sur la compatibilité des matériaux que l'on apporte, sur la lisibilité de notre intervention. Il y a comme ça plusieurs règles, je ne vais pas les énumérer toutes, mais il y a comme ça beaucoup de grands principes en fait, qui nous permettent de faire des choix pour garantir une meilleure conservation. À titre personnel, Bettina, qu'est-ce que tu tires de ce mémoire ? Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ? Un grand apprentissage de la recherche, de la méthode de la recherche, parce que je n'avais jamais fait cela avant. Comme on a pu le voir pour mon parcours, j'avais à la base une formation dans l'artisanat et j'ai adoré tout le processus de recherche. Tous ceux qui ont un sujet qu'ils aiment, je pense qu'ils ressentent la même chose que moi. C'est assez excitant en fait de trouver des choses, de réussir à faire des liens. Puis en plus, mon sujet de recherche a inclus une partie que j'ai adorée, c'est-à-dire quand j'ai étudié les rapports à De Chabrier, donc qui constituent la majorité des dossiers AB18 1 et 2. On a un peu l'impression d'être une petite souris qui observe ce qui s'est passé au 19e. Et c'était génial parce qu'on a à la fois les discordes et en même temps on voit comment Germain Demey progressivement passe de simple mouleur à archiviste à part entière pour à la fin prendre la tête du projet collection de sceaux. Donc on voit comme ça des vies en fait qui se déroulent sous nos yeux, et aussi ça m'a énormément enrichi de comprendre ce qui se passait, de comprendre toute la méthode qu'ils avaient mise en place à ce moment-là, dont j'ai expliqué les grandes lignes tout à l'heure, mais en fait il y a énormément d'étapes entre ces grandes lignes. Et puis aussi ça a été un enseignement plus personnel, parce qu'en fait dans notre cursus on n'a jamais de moments qui soient entièrement consacrés à notre recherche, c'est-à-dire qu'on a des cours et des stages et en même temps on fait notre recherche. Donc ça a été des années assez intenses. Et si j'ai des conseils à donner donc à des gens qui sont en train ou qui vont faire un travail de recherche, c'est vraiment parler aux chercheurs, parce que moi, comme je l'expliquais, j'avais très peu d'articles, mais en fait quand j'ai rencontré des chercheurs, je me suis rendu compte qu'on avait des données, des choses étaient connues, mais pas forcément publiées ou en cours de publication. Et donc, vraiment, aller rencontrer des chercheurs, ça va enrichir votre travail. Vous sortirez d'entretien et vous aurez l'impression de n'avoir rien appris. Et en fait, vous allez y repenser 3 mois plus tard en vous disant « Mais il avait raison il avait mis le doigt sur quelque chose que je n'avais pas encore vu. » Ou voilà, vous allez faire des liens. Eux pourront vous aider dans votre méthode de recherche. On apprend beaucoup en regardant les autres. À ce propos, allez regarder le vlog de thèse de Manon Bril. On apprend énormément. Et aussi, c'est un vrai soutien moral quand on est dans la rédaction et qu'on fait les mêmes erreurs qu'elle, parfois. Et enfin, aussi, faites attention à l'après, quand vous aurez soutenu votre thèse. Parce que moi, ça m'est arrivé. On a une bonne fatigue qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas forcément anticipé, et donc faites attention à vous.
Maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, quand vous entendrez parler des sceaux ou quand vous verrez un sceau, vous penserez à tout le travail de conservation qu'il y a eu pour que ces sceaux arrivent jusque devant vos yeux. Donc merci beaucoup Bettina Merci. Bègle, et merci à tous les conservateurs avant toi qui ont réussi à bien conserver ces documents. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver sur le site passionmédiéviste.fr toutes les informations dont on a parlé, dont tous les noms, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. On vous mettra même des conseils de lecture. Je rappelle que Passion Médiéviste, oui, il y a les épisodes comme vous venez d'entendre tous les mois, mais il y a aussi plein d'autres formats. Vous avez les rencontres, on a les Super Joutes Royales, qui est un format un petit peu rigolo où on s'amuse de façon totalement arbitraire et non objectif à classer les rois de France du plus utile au plus boulé d'entre eux. Et il y a aussi le format en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge qui s'appelle Vides médiévaux, où on vous fait un petit peu des petites chroniques où on vous parle de personnes du Moyen-Âge. Allez, encore un petit peu de messages un peu saoulants de fin d'épisode, mais que voulez-vous, moi je le mets à la fin, comme ça je le mets pas au début, comme ça ne vous embête pas trop non plus. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir Passion Médiéviste, vous pouvez me donner quelques euros sur mon Tipeee, donc c'est tipeee.com/passionmédiéviste, médiéviste avec un S parce que j'ai la passion pour les médiévistes. D'ailleurs ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui ont donné au Tipeee. On a donc Anthony, Robin, Marion, Camille, Olivia, Zoé, Claire et Nadia. C'était vraiment le mois de tous les records, notamment parce qu'on a dépassé les 300 000 écoutes tout cumulé sur les épisodes du podcast. Après seulement 2 ans et demi d'existence, c'est vraiment beaucoup. Donc vraiment merci beaucoup à toutes et à tous. Le mois prochain, dans Passion Médiéviste, nous allons parler d'un texte de l'islam médiéval. Salut!